Voilà, alors, donc c'est parti, c'est enregistré. Sur le lemme de Bezout lui-même, donc je vous rappelle le résultat, hein, pour que vous l'ayez bien en tête. Donc c'est une caractérisation du fait que deux nombres sont premiers entre eux. Donc deux nombres sont premiers entre eux, si et seulement si on va trouver une combinaison linéaire ou une z combinaison de ces deux nombres qui fait 1. D'accord? Et j'insiste bien là-dessus, c'est équivalent. Donc la preuve qu'on a rédigée, que j'ai rappelé la dernière fois, justement démontre les deux sens. Si deux nombres sont premiers entre eux, on peut trouver une z combinaison qui fait 1. Et réciproquement, s'il existe une z combinaison de n et m qui donne 1, ben ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? Alors on a déjà cherché ensemble ce qu'on appelle les coefficients de Bezout, c'est-à-dire les coefficients qui forment cette z combinaison, cette z combinaison. Bon là il y a un exemple, donc on cherche le PGCD de 12 et de 7. Et on trouve que moins 4 fois 12 plus 7 fois 7, ça fait 1. Donc ça veut donc dire qu'ils sont premiers entre eux. On a vu également qu'il existe une infinité de coefficients de Bezout pour deux nombres premiers entre eux donnés. Voilà, la dernière fois, oui, c'était la séance d'avant, on a essayé d'en trouver plusieurs. Et on a même résolu une petite équation diophantienne pour tous les trouver. D'accord? Alors, je vous remontre ce qu'on avait fait la semaine dernière, oui. Alors, ça doit être ici. Est-ce que c'est ça? Peut-être je l'ai mis dans la preuve de Bezout. Voilà, donc ça c'est la trace écrite de la semaine dernière. J'ai repris la preuve en détail. D'accord, donc c'est un peu plus pédagogique, on va dire. On a fait donc un petit exemple. On a cherché, alors je me souviens, c'est Elisa, je crois, qui avait trouvé ces grands coefficients. On avait également utilisé Excel pour essayer de les déterminer, un peu par tâtonnement. D'accord? Alors, 2 moins 3, on peut le trouver de tête, pour 31, 32 et 21. Disons, c'est pas inenvisageable. Moins 19, 29, déjà, c'est un peu plus compliqué. Elisa, je sais pas comment tu avais fait d'ailleurs pour les trouver. Tu peux nous dire rapidement comment tu as fait. Si tu as essayé au pif, ou tu as utilisé un logiciel Excel, ou... Ah, au pif, ben dis donc, bravo, parce que ça fait beaucoup de calculs. Alors, si on les cherche au pif, je vais vous rappeler comment on peut faire avec Excel. D'accord? Donc, si alors, je vous rappelle ce dont il s'agit. Donc on cherche tous les nombres U et V, tels que 32U plus 21V égale 1. On sait qu'il y a au moins une combinaison qui vérifie ça, parce qu'ils sont premiers entre eux. Et justement, on veut trouver précisément de quelle combinaison il s'agit. On va essayer d'en trouver même plusieurs éventuellement. Donc de tête, on a trouvé 32 fois 2 moins 3 fois 21 égale 1. 64 moins 63, ça fait bien 1. Alors, est-ce qu'on peut trouver comme ça d'autres coefficients de Bezout? Alors la réponse est oui, donc avec 32 et 21, donc je vous remonte comment j'avais fait, donc on part de 32, je fais une colonne pour 32, une colonne pour 21, et je vais écrire en fait les multiples de 32 et les multiples de 21, d'accord? Bon, donc je me débrouille pour qu'en passant d'une ligne à l'autre, on ajoute 32 dans la colonne B, puis 21 dans la colonne C. Et je vais repérer, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve deux nombres. Alors un dans chaque colonne, il faut qu'il n'y ait qu'un écart entre ces deux nombres. Comme ça, en faisant une soustraction, ça donnera bien 1. Alors, on a dit qu'il y avait... Attendez, j'ai fait n'importe quoi, là, faut voir. D'accord, j'ai compris ce qu'il a fait. Hop. Ok. Alors, par exemple, ici, on voit que 64 et 63, il y a un d'écart. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 32 fois 2 moins 21 fois 3, 64 moins 63, ça va bien donner 1. Donc, on cherche comme ça un nombre dans chaque colonne tel qu'il n'y a que 1 d'écart. Alors grâce à Elisa, on sait qu'il faut aller assez loin pour trouver le suivant. Alors, de mémoire, ça doit être le 500, je sais plus. C'était quoi? C'était 19 fois 31. Donc 19 fois 19 fois 32, ça doit être le 608 qui est ici. Effectivement, dans la colonne ici, on a 609. Vous voyez, donc on a un d'écart. Donc on a trouvé à nouveau des coefficients. Donc
Si vous faites 32 fois 19, vous mettez un moins. Et si vous faites 21 fois, alors je crois que c'était 29, et ça fait 609, vous ajoutez tout ça, ça fait bien 1. D'où tout ce qu'avait proposé Elisa, c'est-à-dire la combinaison qui est écrite ici. Alors elle a trouvé au pif. Bravo, hein. Moi je ne serais pas arrivé, je pense. Alors, maintenant ce qu'on va chercher à faire, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est tous les déterminer. D'accord? Pas simplement prendre une feuille Excel et essayer de dérouler les multiples jusqu'à en trouver deux, de sorte que ça tombe bien, hein. C'est-à-dire que ça nous arrange. Alors je crois qu'il n'y en a même pas très loin, on avait vu, si on veut en trouver un autre, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois, 736 et 735, d'accord? Donc on a une nouvelle Z combinaison ici, donc 23 fois 32 moins 35 fois 21, ça doit bien faire 1. Donc on a trouvé encore une Z combinaison, mais vous voyez, on a l'impression qu'on fait au pif. Là, on en a trouvé deux qui étaient assez éloignés, là. Enfin, disons, la Z combinaison suivante était assez éloignée. Et puis tout à coup, on a une Z combinaison qui est assez proche. Alors l'idée, c'est comment on fait pour tous les trouver. Enfin, c'est ce qu'on veut faire, d'accord? Donc on veut résoudre cette équation. Ok? Alors là, il y a une méthode qu'il faut vraiment connaître. Comment on fait ça? Alors déjà, on sait résoudre ce type d'équation grâce au théorème de Gauss, d'accord? On l'a vu ensemble. Donc l'idée, c'est de se ramener, de passer, disons, d'une équation diophantienne qui finit par un 1 à une équation diophantienne qui finit par un 0. En gros, vous voyez, en maths, c'est pas compliqué en fait, hein. Quand vous tombez sur un nouveau problème, un nouveau type de problème, quelque chose que vous ne savez pas faire, le premier réflexe, c'est d'essayer de se ramener à quelque chose qu'on sait faire. C'est un principe qui a l'air tout bête, énoncé comme ça, mais je vous assure que la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Quand on découvre quelque chose de nouveau, on se dit, bah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le rapprocher de quelque chose que je connais déjà, hein? Ben, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors il y a une petite astuce, hein, j'ai mis ici, astuce. Mais en fait, c'est pas qu'une astuce. Vous verrez que c'est une méthode générale. Quand vous ferez des maths à partir de l'année prochaine, vous verrez ça notamment quand vous allez résoudre des équations différentielles. Alors ici, donc, vous avez une équation diophantienne qui finit par 1, et on veut qu'elle finisse par 0. Ben, c'est pas compliqué. Il suffit de soustraire 1 des deux côtés. Alors, on est assez malin, parce qu'à droite, effectivement, je vais soustraire 1, 1 moins 1, ça va faire 0. Mais à gauche, je vais profiter du fait que j'ai déjà trouvé une solution au pif. Je sais que 32 fois 2 plus 21 fois moins 3, ça fait bien 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces deux équations. Je vais soustraire ce qui est à gauche, c'est-à-dire je vais soustraire membre à membre le terme de gauche, et membre à membre le terme de droite. Et l'intérêt d'avoir fait ça, c'est regarder, c'est qu'on va avoir 32 en facteur ici, et on va avoir 21 en facteur ici. Donc quand je fais réellement la soustraction, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, j'ai fait directement ma factorisation. Là, je trouve 32 fois u moins 2, qui n'est rien d'autre que le résultat de 32 fois u moins 32 fois 2. Je fais la même chose avec le terme suivant. 21v moins 21 fois moins 3. Ben, vous voyez, j'ai mis 21 en facteur. Ça fait 21 fois v moins 3. Et à droite, j'ai 0. 1 moins 1, ça fait 0. Et du coup, regardez ce que j'obtiens. Alors, j'ai fait passer ça de l'autre côté. J'obtiens une équation diophantienne que je sais déjà résoudre. Hein, c'est la fameuse propriété 2, 3, 4 qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. D'accord? Et cette propriété me permet de résoudre ce type d'équation. Alors comment ça marche? Ben, vous avez un théorème en fait qui est assez simple, hein. Si vous voulez résoudre ça, vous savez, vous connaissez toutes les solutions en fait. Toutes les solutions sont de la forme. Alors u-2 égale moins 21k, c'est le coefficient qui est là. Et v plus 3 égale 32k. Alors quel est le théorème qu'on utilise quand on écrit ça? Je vous le remontre. D'accord? Donc c'est la propriété 2, 3, 4 qui se trouve ici. D'accord? Donc si vous avez deux nombres premiers entre eux, d'accord? Quand vous voulez résoudre à x, donc deux nombres a et b, quand vous voulez résoudre à x égale by, vos inconnus c'est x et y, vous connaissez déjà toutes les solutions. Disons c'est une équation basique. Alors ici il manque juste un petit truc dans la rédaction. Qu'est-ce que j'ai oublié d'écrire pour utiliser cette propriété?
Si je veux utiliser la propriété 2, 3, 4 que vous voyez à l'écran, qu'est-ce que je dois rappeler quand j'écris on peut alors utiliser la propriété? Qu'est-ce qui manque en fait? Pour justifier vraiment qu'on peut utiliser cette propriété. Je vous écoute. Et oui, il faut rappeler que A et B sont premiers entre eux. Alors ici c'est 32 et 21. Donc je dois rappeler que 32 et 21 sont premiers entre eux. On va rappeler ici. Alors pourquoi ils sont premiers entre eux d'ailleurs? Bon, on peut le déterminer à la main, hein, c'est vraiment très simple. On peut aussi dire que comme on a trouvé la combinaison ici, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Alors je vais juste le rappeler. 32 est premier avec 21. Ça va, ceux qui n'étaient pas là vendredi, là, vous arrivez à suivre? Qui c'est qui n'était pas là? Il y avait Victoria, Fatima, je sais plus, non, elle était là, Fatima, je crois. Qui c'est qui n'était pas là vendredi, à part Victoria? Il y avait Mathieu, bon, il m'a dit qu'il avait un peu rattrapé. Les autres, ça va? Marcos, t'arrives à suivre? Ça va, ça va? Bon, je l'avais déjà détaillé dans la vidéo précédente, hein, on avait, enfin, remarqué, j'étais allé assez vite, hein, on avait fait ça à la fin. C'est pour ça que je reprends un petit peu. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur la méthode. Alors on n'a pas tout à fait fini une fois arrivé là, hein, puisqu'en fait on a trouvé U-2 et V plus 3. Et nous ce qu'on veut c'est U et V. Ça c'est pas compliqué. Vous faites passer le moins 2 de l'autre côté, et le 3 vous le faites aussi passer de l'autre côté. Donc vous obtenez moins 2 devient plus 2, donc vous obtenez 2 moins 21K et 32K moins 3. Et on va voir qu'on va retrouver les couples de Bézout dont on avait parlé tout à l'heure, qu'on avait découvert via le tableau Excel. Vous voyez, donc bon là je me suis arrêté à k égale moins 1, mais on peut en rajouter. Hein. Une fois que vous avez trouvé ces formules ici, vous pouvez vraiment écrire tous les coefficients de Bézout. Par exemple pour k égale 2, j'en rajoute un. Allez. Pour k égale 2, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va remplacer k par 2 dans la formule qui est écrite ici. Ok. Alors je vais le faire, je vais copier la formule déjà. Il est fatigué ce matin. Alors je copie la formule, je remplace k par 2. Alors si vous remplacez k par 2, ça fait 2 moins 42, c'est-à-dire moins 39. Et si vous remplacez k par 2 ici, ça fait 61. Donc on a encore trouvé une z combinaison de 32 et 21 qui va donner 1. D'accord? J'ai pas fait une erreur de calcul là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dû me tromper, non? 42 moins 2, ça fait pas 39. Ça fait 40. Ok. Voilà, là ça marche. Ok? Donc, voilà. On a résolu l'équation différéentielle. Du coup, on connaît tous les coefficients de Bézout, U et V, qui font que 32U plus 21V, ça fait 1. Donc, je vous avais laissé des exercices à faire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les chercher. Avant de les regarder, je vais vous faire... vous en faites une tout seul d'équation différéentielle. D'accord? De ce type-là. Hein. Ok? Alors, je vous donne un petit exercice. Alors, on va appeler ça un deuxième exemple. Donc, vous allez le chercher. Tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. C'est M. C. Abdelhakim. Allez, on va faire un deuxième exemple, et puis après on regardera les exercices. Donc vous le cherchez. Vous avez, entre guillemets, le modèle sous les yeux. Ou presque. Je vais peut-être un peu réduire, comme ça vous verrez tout à l'écran. Ok, donc deuxième exemple. J'espère que c'est pas trop petit, vous pouvez toujours faire des zooms. Hein. Alors on va commencer comme ça. Prouve que... qu'est-ce qu'on va vous prendre? Allez, pas des trucs trop compliqués. Que 48 et 105 sont premiers entre eux. D'ailleurs c'est bien parce qu'ils sont pas premiers entre eux. Je vais essayer de prendre vraiment des nombres premiers entre eux, ce sera mieux quand même. Donc on va dire 175, ça me paraît mieux. Ça c'est la première question. C'est pas grave Abdelhakim.
On s'est dit que tu dormais bien, on n'a pas osé aller te réveiller. En déduire... En déduire, c'est un peu gonflé quand même. Déterminer tous les couples UV dans Z2. Ok, donc on cherche les entiers relatifs, tels que 48U plus 175V égale 1. Allez, vous le faites. C'est vraiment une application, c'est vraiment la même chose que ce qu'on vient de faire. Hein. Donc, essayez. Et puis, si vous n'arrivez pas trop, bien sûr, vous me posez une question. Voilà. C'est assez gros, là? Ça va? À l'écran, vous voyez bien? Ok. Vous avez des bons yeux. Hein. Allez, c'est à vous. On cherche. Vous pouvez utiliser Excel, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, pour trouver des multiples de 48 et de 175. Donc voir si à un moment, on peut pas arriver à une Z combinaison qui fait 1. Alors là, il y a une astuce peut-être pour si on cherche par tâtonnement. Qu'est-ce qu'on peut dire de tous les multiples de 175? Qu'est-ce qu'on peut dire notamment de leur chiffre des unités? Quand je fais 175 fois quelque chose, quel va être le dernier chiffre du résultat? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est 0 ou 5. Ok. Donc du coup, vous savez, alors ça c'est peut-être un truc assez sympa pour essayer de repérer des multiples de 48 qui sont pas trop loin. Par exemple, je sais que 6 fois 48, ça marchera pas. Alors pourquoi? Parce que 6 fois 48, ça va se terminer par un 8, et il n'y a aucune chance que je sois proche, à une unité près, d'un multiple de 175. Donc je peux... C'est même pas la peine d'essayer 6 fois 48, en fait, je sais que ça marchera pas. Donc peut-être qu'en raisonnant comme ça, on peut essayer de s'en sortir. Allez, on peut encore un petit peu raisonner. 48 fois quelque chose, je vous rappelle que c'est pair. Donc dans votre Z combinaison, si le multiple de 175 finit par 0, il est pair aussi. Et une Z combinaison de nombres pairs, c'est forcément pair. Enfin, ou une addition de nombres pairs. Ça ne peut pas faire 1. Autrement dit, les seuls multiples de 175 qui vont nous intéresser, bah, ils vont terminer par un 5. D'accord? Pas d'autre choix. Vous avez compris tout ce que j'ai raconté là? Disons, je cherche des méthodes astucieuses pour trouver rapidement des coefficients de Bezout. Alors, si vous ne voyez pas du tout ce qu'il faut faire, vous signalez, s'il vous plaît, je vous réexplique. Puis si vous avez commencé, ben, voilà, essayez de vous inspirer de ce qui est fait au-dessus. Vous pouvez me poser une question à tout moment, évidemment. Putain, j'ai pas vu Monsieur Bourrier ce matin.
Peut-être il m'a prévenu qu'il pouvait pas venir d'ailleurs, je sais plus. Alors vous en sortez, ça va? Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé une première Z combinaison de 48 et 175 alors? C'est un premier couple UV qui fonctionne, qui fait que 48U plus 175V égale 1. Est-ce que vous avez un truc à me proposer? Oula, vous n'en avez même pas trouvé une? S'il doit le faire, c'est exagéré, hein. Alors, juste une Z combinaison qui fait 1 avec 48 et 175, qu'on peut trouver un peu au pif, hein, éventuellement. Alors, je vous ai un peu mis sur la voie, je vous ai dit, il faut prendre un multiple de 175 qui finit pas par 0. Non, ça marche pas. Donc du coup, il finit par 5. Et comme le multiple de 48 doit être pas très loin de 5, ben, il peut finir que par 4 ou par 6. Alors, quels sont les multiples de 8 qui finissent par un 4 ou par un 6? Ben, vous avez 3 fois 8, ça fait 24, bon, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 7 fois 8, 56. Et les autres, ils ne marchent pas. Ok. Donc il faut essayer. Alors, 62 et moins 17 pour monsieur Boulirac. Ah oui, j'ai oublié 8 fois 2, 16, exact. Donc il y a 2, 3 et 7. Alors, on va vérifier si c'est bon. Alors, petit a. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on trouve par tâtonnement. Tâtonnement. Donc, comme couple UV, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, tu nous as dit 62, c'est ça? Et l'autre, c'était moins 17? Je ne me souviens plus. Ouais. Alors, on va vérifier si c'est bon. En effet, si vous faites 48 fois 62, moins 17 fois
175. Bon, calcul mental, ça devient un peu tendu, mais bon, on va y arriver. Alors, 2400 plus 560, 2960, 2976, moins 17 fois 175, ça fait 3500, moins 525, ça fait 2975. Et ça fait bien 1. Ça marche. Bravo, monsieur Boulirac. Comment vous avez fait pour trouver, alors? Expliquez-nous. Avec un tableur, effectivement, ça marche. Bon. Donc vous voyez là, quand les nombres sont un peu grands, ça commence à être galère de trouver une Z combinaison facile. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode, un algorithme, pour trouver chaque fois une Z combinaison qui fonctionne? Parce que si on doit la trouver de tête, parce que bon là, c'est 48 et 175, ça reste quand même des nombres pas très grands. Imaginez des nombres premiers entre eux qui ont 25 chiffres. Là, pour le trouver de tête, bonjour. Hein, même avec un tableur, ça peut devenir bien galère. Donc on va essayer de trouver tout à l'heure, je vous montrerai un algorithme qui permet de trouver au moins un couple UEV qui fonctionne. Donc ça c'était pour la première question. Ok, bon, super. On va trouver une Z combinaison. Alors maintenant, comment ça marche pour trouver toutes les Z combinaisons? Est-ce que vous avez eu le temps de le rédiger ou est-ce que vous voulez encore un peu de temps pour voir si vous y arrivez? Qui c'est qui a réussi à le faire déjà, le petit B? Dites-moi. Mettez oui, non. Bon, apparemment pas full. Qui est-ce qui ne voit pas du tout comment il faut faire? Vous me dites moi. Alors, qui ne voit pas du tout comment on fait le petit B? Bon, vous voyez tous comment il faut faire. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un peu plus de temps pour le faire, alors? Ah, tu vois plus l'astuce. Ok. Alors, je vous remets l'astuce sous les yeux. D'accord? Ouais, ça démarre ici. Donc, l'astuce, la voilà. Je l'encadre. D'accord? Donc, en fait, on se ramène à... Vous voyez, là, il y a un 1, 32U plus 21V égale 1. On se ramène à la même chose, mais maintenant, il y a un 0 de l'autre côté. Enfin, c'est tout à fait la même chose, hein. Voilà. En tout cas, c'est équivalent. On va essayer de faire pareil en utilisant la Z combinaison que M. Boulirac a trouvée. Heureusement qu'il est là, Guillaume. Moi, j'avais la flemme de le faire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez nagé, mademoiselle Kovacs, pour vos épreuves? 50 mètres nage libre? Vous avez une bonne note? Je connais pas les barèmes pour les filles du 50 mètres. Non, je te demandais ce que tu avais passé comme épreuve de natation mercredi dernier. Si c'était un 50 mètres nage libre. Et le cas échéant, si ça avait marché, si tu avais une bonne note. Ah, c'était juste en vrai. Tu vas passer un 50 mètres nage libre? À 100 mètres en nage libre, il faut que tu fasses 15 mètres d'apnée. Ah ouais, et c'est chronométré?
L'apnée après le 100 mètres. Ah bah bravo. C'est des tortionnaires. 100 mètres nage libre suivi de 15 mètres d'apnée. Eh ben. Je suis sûr que même Thomas Pesquet n'y arrive pas. Alors, mademoiselle Ben Mostefa, vous en sortez? Vous avez réussi à le faire? Elle est en train. Bon, je vous laisse un peu de temps pour le rédiger, hein. Il n'y a pas de souci. Voir s'il n'y a pas des élèves qui m'ont envoyé des messages quand même. Parce que vous n'êtes pas nombreux ce matin. Je sais pas si c'est l'heure matinale ou. Alors, regardez ça. Non, j'ai pas de message. Non, non, il a vu le message. Enfin, je crois que Romain n'a pas vu le message. Tant pis pour Monsieur Bourrier alors. Peut-être qu'ils vont se connecter à 10h. On verra bien. Mais c'est. À 10h, c'était Monsieur Soupé, c'est ça qui diffusait son cours? Parce qu'il est en classe normalement. Monsieur Bataille. Donc il est en classe avec ceux qui sont en présentiel et c'est diffusé sur internet, c'est ça? Ok. Bon ben ceux qui ont Monsieur Soupé, vous allez vous enchaîner 3h30 de maths dans la matinée, c'est bien. Ça maintient jeune. Quand j'avais votre âge en terminale, on avait. D'accord, oui. Donc quand j'étais en terminale, on avait 3 heures de maths le samedi matin. C'était pas mal. Bon, je vous cache pas que la troisième heure, j'ai le souvenir d'avoir eu un peu plus de mal à me concentrer. Non, mais c'est sympa de travailler le samedi matin en fait. Évidemment, ça empiète un peu le week-end, mais ça allège bien le reste de la semaine. Et il y a très 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 longtemps, les cours, c'était le. Tout le monde travaillait le samedi matin, le samedi après-midi. Les élèves et les parents d'ailleurs, hein. Tout le monde est au boulot le samedi. Le seul jour férié, enfin chômé, c'était le dimanche. Du coup, les élèves avaient la journée sans travail, c'était le jeudi et pas le mercredi. Enfin, c'est une époque que j'ai pas connue, hein. Je suis vieux, mais quand même. Ah non, ils avaient plus de devoirs, ma grande. Ils avaient beaucoup plus de travail. Ça marchait à la baguette. Alors, quel est le point de départ? Qui c'est qui veut nous expliquer? Fatima, tu veux nous dire le début peut-être? Ou quelqu'un d'autre, hein, y a pas de. Tu peux prendre le micro, je crois que tu as un micro, il me semble. Je t'ai déjà entendu. You can speak.
Bon, elle n'a pas envie de parler. Ok, allez, je vais... Bon, donc la méthode, c'est un peu toujours la même. Hein. Vous partez de votre équation 48u plus 175v égale 1. Ok. Et puis, au même niveau, vous allez écrire, en fait, là, ce qu'on appelle en mathématiques, en fait, la solution particulière. C'est-à-dire un exemple, quoi. Je vais l'écrire ici, d'ailleurs. Je vais enlever le calcul intermédiaire. D'accord? Donc ce que j'écris en fait c'est quoi? Donc je recopie mon équation. Et à côté j'écris ce que j'appelle une solution particulière. D'accord? Et vous retrouverez ces mêmes éléments de vocabulaire quand vous allez résoudre des équations différentielles. Alors vous savez pas encore ce que c'est, vous en avez pas fait des équations différentielles. Je sais plus s'ils l'ont remis au programme. Je crois pas. Est-ce que vous avez fait des équations différentielles? En maths, en physique ou les deux? En maths? Vous l'avez fait en maths et en physique. Ok, ça marche. Donc quand on résout des équatifs, souvent on fait comme ça. On trouve une solution particulière, on soustrait ça à l'équation, et ça fait disparaître ce qu'on appelle le second membre, c'est-à-dire ce qui est après le égal. C'est une méthode vraiment analogue avec les équatifs. Je ne sais pas si vous avez vu cette méthode dès cette année, je ne sais pas exactement ce qu'on vous fait faire, parce que comme vous avez les nouveaux programmes et que j'ai pas autant regardé que ce que j'aurais dû peut-être, je sais pas trop ce qu'on vous fait faire comme équatif, mais bon, peu importe. Je vais m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Ça m'énerve. Pourquoi il me le met là? Voilà. Hop. Ok, donc là on soustrait membre à membre, donc par soustraction. Alors on soustrait, mais comme en fait l'opération que vous faites là, c'est jamais qu'ajouter un nombre des deux côtés, ou plus exactement soustraire un nombre des deux côtés, on soustrait un. Donc ce que vous obtenez, c'est une équation équivalente. Et ça, c'est très important. Une équation équivalente. J'insiste là-dessus. Si elle n'est pas équivalente, si vous raisonnez que par implication, à la fin, toutes les solutions que vous allez trouver, il va falloir vérifier si elles fonctionnent. Ça vous rappelle quelque chose, hein, on en avait parlé quand on avait résolu des équations différéntielles plus simples avec le lemme de Gauss. D'accord, donc je peux... qu'est-ce que j'obtiens? Donc mon équation de départ, elle va être équivalente. Ok, alors à quoi elle est équivalente? Ben, je soustrais, donc j'obtiens 48 fois U moins 62, plus 175 fois, alors là faites attention, moins 17, ça fait plus 17, égale 0. D'accord? Et ça, je sais le résoudre. Alors comment on le résout? Donc, vous voyez, c'est la deuxième étape. Donc la première étape, en fait, c'est faire ce petit travail qu'on vient de faire, qui permet de se débarrasser du 1 qui était de l'autre côté du signe égal. Maintenant, la deuxième étape, c'est la résolution de l'équation qu'on vient d'obtenir. Donc 48 fois U moins 62, etc. Et comment on fait ça? C'est la propriété 2.3.4. Ok, qu'on utilise à nouveau. Donc n'hésitez pas à regarder sur votre cours, hein, j'espère que vous l'avez avec vous. D'accord, donc on va utiliser la propriété 2.3.4. Alors pour l'utiliser, il faut simplement observer qu'il faut faire passer un terme de l'autre côté. D'accord, bon, je vais doucement là. Hein. Donc je garde par exemple 48 fois U moins 62 à gauche. Et je fais passer l'autre terme de l'autre côté, donc il y a un signe moins qui apparaît. Ok. Maintenant, on va utiliser la propriété. Alors pour ça, je vous rappelle qu'il faut vérifier que 48 et 175, moins 175, c'est pareil, sont premiers entre eux. Pourquoi ils sont premiers entre eux? Facile, c'est même pas la peine de se prendre, comment dire, pas de se prendre la tête, mais d'essayer de revérifier ça en les décomposant. On a trouvé une Z combinaison qui fait 1, d'après le lemme de Bézout. Puisque on a une Z combinaison qui fait 1, c'est le lemme de Bézout, ils sont premiers entre eux.
D'accord? Donc je peux utiliser la propriété 2.3.4. Bon. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette propriété? Ben, cette équation est équivalente. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de la propriété, c'est qu'on travaille par équivalence. Elle est équivalente à quoi? Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux dire sur les nombres U-62 et V plus 17? Je vous écoute. Oh là, j'entends pas grand-chose, hein. D'accord, en fait, mon inconnu, si vous voulez, là, pour utiliser la propriété 2, 3, 4, mon inconnu, c'est d'une part U-62. Hein, je traite ça comme une inconnue. Et c'est aussi V plus 17. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Je vais mettre en couleur, si vous voulez, je peux le surligner. Donc, une inconnue en jaune, l'autre inconnue, je vais la mettre en bleu. Si vous aimez le bleu. D'accord? Mes inconnus, les voici. Ce qui est en jaune, ce qui est en bleu. Alors, qu'est-ce que je vais écrire de ce côté-là? Monsieur Boulirac, par exemple, qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, je fais mes muses avec mes couleurs. Alors, regardez la propriété 2, 3, 4, qu'est-ce que je vais écrire? Regardez votre cours, je peux vous le mettre à l'écran si vous voulez. Hein. Regardez, bah, il est tout près. Hop, ça je vais un peu le diminuer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? What is your proposition? Mademoiselle Kovacs. Je sais pas, monsieur, on a perdu monsieur Boulirac. Il a tout donné sur le calcul des coefficients de Bezout. Ça va, vous pigez ce qu'il faut faire ou je vous ai perdu là? J'aimerais que vous me disiez. Monsieur Ferrando, par exemple, ça va? Alors, Mathieu nous aide. Ok, ben en fait, vous recopiez exactement le résultat qui est là. D'accord? Simplement qui est A, qui est B, etc. Alors en fait, on observe que B, c'est moins 175. Donc ici, je vais écrire moins 175. Je pris le moins. K. D'accord? A, c'est qui? Ben, A, c'est 48. Donc ici, je vais écrire 48K. Qu'est-ce que c'est que K? N'importe quel nombre entier, relatif. D'accord? Voilà, on a presque terminé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est U et V. Donc, comment on va faire pour obtenir U et V? Ben, c'est tout simple. Hein. Alors, je vais repartir de mon équation du début. Et comme vous voyez, j'ai utilisé le symbole équivaut tout le long du raisonnement. Ok, donc vous avez un symbole équivaut ici. Vous avez un symbole équivaut ici. Et vous avez encore un symbole équivaut ici. Tout est équivalent. Donc, je suis content, hein, c'était l'objectif aussi. Tout est équivalent, super. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ici? Ben, je vais pouvoir écrire le couple UV. Alors comment on termine? Ben, par rapport à ce qui est écrit là, ben, vous faites passer le moins 62 de l'autre côté. Si U moins 62 c'est moins 175K, ben, ça veut dire que U c'est, on fait passer le moins 62 de l'autre côté, 62 moins 175K. Même chose pour le deuxième terme du couple, V plus 17. Je fais passer le 17 de l'autre côté, ça fait moins 17 plus 48K. Et K, c'est toujours pareil, c'est n'importe quel nombre entier. Relatif, ça marche. Donc on a trouvé toutes les solutions.
Alors vérifions déjà si ça marche, c'est-à-dire si on retrouve celle que nous a proposé, c'était Guillaume, je crois. Bah oui, ça marche, il suffit de prendre k égale 0, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Le couple UV, ça devient, regardez, 62 et moins 17. Donc évidemment, on retrouve la solution de Guillaume tout à l'heure. Mais on en a d'autres, enfin, une infinité. Hein. Allez, on va prendre k égale 1, par exemple. Qu'est-ce qu'on obtient pour k égale 1? Et là, les coefficients, ils sont quand même un peu compliqués. Alors, 62 moins 175, ça fait moins 113. Celui-là, on se dit qu'on aurait peut-être eu du mal à aller le chercher. Et si vous remplacez k par 1 de l'autre côté, ben ça devrait nous faire 31. Ok? Voilà, puis etc. Hein, il y en a une infinité. Vous pouvez prendre des valeurs négatives pour k aussi. Voilà, donc on a résolu l'équation diophantienne. Ça va? Est-ce que vous avez pigé la méthode? Oui, c'est bon? Mettez-moi un petit message. Bon, Victoria, ça va? Abdelhakim, comment tu t'en sors? Vu qu'on t'a pris au saut du lit, là. Ça va? Bon, voilà. De toute façon, tout ce que je viens de raconter, c'est enregistré. N'hésitez pas à le revoir, essayez de le refaire, d'accord? Et je vous ferai une petite évaluation sur ça. Vous préférez avoir la preuve à faire ou juste une petite équation diophantienne à résoudre? Dites-moi. Alors, Victoria, elle préfère la preuve. Ok. Ouais. Bon, l'équation diophantienne, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut juste trouver ses coefficients UV au départ. Puis, il y a beaucoup moins à réfléchir normalement. Ouais, je pense que c'est plus simple l'équation quand même. Ok. Bon, ah bah écoutez, vous savez quoi? On fera pas de jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous serez content du voyage. Ok, ça marche. Alors, ce que je vous propose, alors j'avais mis quelques exercices à travailler. C'était le 17, voilà, je les ai notés là. 17, 18, 20, 18 et 20, page 149. Alors, je vous affiche le livre. Je me demande si on n'avait pas commencé le 17. Non, non, c'est moi qui choisis. Comme dit un célèbre comique et acteur, c'est pas la fête de l'humain, si vous comprenez l'allusion. Est-ce qu'on avait fait le 17? Je me souviens plus. Est-ce qu'on avait commencé en classe? Peut-être pas. Hein. Ceux qui étaient là la semaine dernière, qui c'est qui était là? Je sais plus. Attendez, je vais regarder la trace écrite, je me souviens plus. C'est l'âge ça. Non, ça c'est autre chose. Alors, je crois. Il me semble pas qu'on l'ait fait. Je vais regarder ici. Ah, ça c'est la trace écrite de la dernière fois. Est-ce qu'on a fait le 17? Ben, je crois bien que non. Allez, c'est parti, vous faites le 17. Bon, c'est un peu tout nul, hein. Est-ce que vous voulez que j'affiche le livre? Ou c'est pas la peine? Allez, j'affiche le livre. Je vais même vous le mettre en plein écran. Le 17, hein. Ça marche. Oula, ça marche. Non, ça c'est le 18. Et cliquez à côté. On va pas y arriver. Hein. Ah bah je clique sur le 17, il me met le 18. Bon bah c'est pas grave. Ça vient pas de moi. Putain, le temps d'affichage, c'est absolument hallucinant. Allez, on cherche exercice 17, c'est parti. Démontrer que les nombres A et B sont premiers entre eux. Comment on peut bien faire ça? Hein? Bon, c'est tout simple. Hein. Allez, je vous laisse chercher quelques minutes. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Allez, quelle heure il est? On va se donner un temps limité, 9h27.
Allez, pour le 17, je vous laisse 5-6 minutes. C'est 28, allez, jusqu'à 35, on va dire. Ça fait 7 minutes. Allez, je vous laisse chercher. Encore une fois, hein, si vous ne voyez pas, vous me posez des questions. Si vous avez réussi, il est assez rapide. Le 17, vous pouvez passer au 18. D'accord? C'est un peu le même principe.
Alors ça va, vous avez réussi pour le 17? Je reviens un petit peu vers vous. Ouais, ça va? Les autres aussi? Abdelhakim, c'est bon? Elisa? Alors quel théorème on utilise Abdelhakim en fait? Pour l'exercice 17? Comment il s'appelle ce théorème? Exactement, c'est le théorème de Bézout. Alors, bon, on va utiliser, on va écrire le lemme de Bézout. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voulez démontrer que deux nombres sont premiers entre eux, bah, il faut trouver une z combinaison de ces deux nombres qui donne 1. Ok? Alors, qu'est-ce que tu proposes, Abdelhakim, comme z combinaison pour A et B, qui va donner 1? Donc, comment ajouter, multiplier A et B pour qu'au final, on soit sûr que ça donne 1? Alors, c'est presque ça. Alors, c'est pas 2n et 3n, hein. C'est attention, c'est A et B qu'on mélange, d'accord? Voilà, moins 3 et 2, mais alors moins 3 et 2 quoi? Il faut le préciser. Alors, donc ce que tu proposes, c'est moins 3 plus 2b, d'accord? Donc si on fait cette combinaison-là de A et de B, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bah, vous allez obtenir moins 3 fois 2n plus 1, plus 2 fois 3n plus 2, et après un calcul phénoménal, vous apercevez que ça fait 1. Hein, vous avez moins 6n, 6n, ça disparaît, moins 3 d'un côté, plus 4 de l'autre. Donc ça fait bien 1, d'accord? Et ça suffit. À partir du moment où vous avez trouvé une z combinaison qui fait 1, donc on peut affirmer que A et B sont premiers entre eux, d'accord? C'est le lemme de Bézout. Voilà, tout simplement. Évidemment, la difficulté c'est de trouver ces coefficients moins 3 et 2, ok? Alors on est malin, hein, on essaie de faire disparaître les n, puisqu'on sait qu'on doit trouver 1 de l'autre côté du signe égal. Donc déjà, ça nous met sur la voie pour les coefficients, puis après, on croise les doigts pour que ça marche. C'est-à-dire que pour que le terme constant, moins 3 fois 1 plus 2 fois 2, donne bien 1. D'accord? Parce que si ça donne pas 1, ben, ils sont pas premiers entre eux. Ok? Alors pour la question 2 maintenant, c'est un peu pareil. C'est même plus simple en fait. Qu'est-ce que vous proposez comme combinaison là? Elle est toute simple. Non, si tu fais 3A moins 4A, Abdelhakim, tu vas obtenir 21n moins 28n, et il va te rester moins 7n. Là, en fait, les n ont le même coefficient, donc il suffit de faire a moins b. Voilà, donc si tu fais a moins b, tout simplement, qu'est-ce que tu vas obtenir? 7n moins 7n, ça disparaît, 4 moins 3, ça fait 1. Même conclusion. D'accord? Donc le petit b était même plus facile, le petit 2 était plus facile que le petit 1. Alors l'exercice 18, c'est le même principe, d'accord? Je sais pas si vous avez eu le temps de le chercher, le 18. Qui c'est qui va un peu de temps encore pour chercher le 18? Dites-moi. Donc pareil, il faut trouver une z combinaison qui va donner 1. Vous voulez du temps ou pas? Allô, allô? Bon, alors Victoria a trouvé, mais a cherché, mais elle n'a pas réussi à trouver les bons coefficients. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore un peu de temps pour le chercher, peut-être? Vous me dites, hein? Marcos, tu veux un peu de temps? Elisa? Ou Théo, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé? Quels sont les coefficients qu'il faut utiliser?
Quelle est la combinaison linéaire de ces deux nombres qui donne 1? Bon, c'est pas très compliqué, hein, autant vous dire. Ouais, en fait, il suffit de les soustraire. Très bien, Fatima. Fallait pas aller chercher midi à 14 h. Donc, si on pose A égale n plus 2 au carré. D'accord. Et si on pose B... Alors, B, c'est donc n plus 3 fois n plus 1. Alors, comment on y arrive? Bon, on peut dire on a trouvé au pif. Comment tu as fait, Fatima? Tu les as développés? Explique-nous. Comment t'as fait pour trouver... Enfin, c'était Fatima, d'ailleurs. Oui, c'était Fatima. Comment t'as fait pour trouver le bon coefficient? Oui, tu as développé, tu as vérifié que ça marchait. Alors là, un petit truc, un petit réflexe qu'on peut avoir, peut-être, hein, je sais pas, mais... Vous observez, en fait, que ce sont des polynômes en n, hein, même des polynômes du second degré. Attends, excusez-moi, j'ai fait une bêtise sur l'affichage pour la vidéo. Voilà. Alors, c'est des polynômes du second degré, disais-je. N plus 2 au carré. Alors, n plus 2 au carré, c'est à la fois une forme factorisée, une forme canonique, et n plus 3, n plus 1, c'est une forme factorisée. D'accord? Qu'est-ce qu'on observe, en fait? Vous observez que ce polynôme en n plus 3 et n plus 1, il a pour racine moins 3 et moins 1. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on écrit un polynôme sous sa forme du second degré, sous sa forme canonique, on l'écrit sous la forme, je pense que votre prof a peut-être utilisé les mêmes lettres que ça, on l'écrit petit a fois x moins alpha, le tout au carré plus bêta. Vous vous souvenez de ça ou pas? Donc je vous parle chinois là. Voilà, j'ai l'impression que je parle chinois. En tout cas, cette valeur alpha, qui n'est rien d'autre que l'abscisse du sommet de la parabole, hein, est toujours située au milieu des racines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n plus 3 fois n plus 1, je peux l'écrire de façon tout à fait naturelle, n plus 1 au carré moins quelque chose. D'accord? En fait, je suis en train d'écrire sous sa forme canonique. Et en fait, c'est assez facile à faire, puisqu'on sait que l'abscisse du sommet se situe entre les racines. Alors, les racines, c'est moins 1 et moins 3, donc l'abscisse du sommet, c'est moins 2. Ok, bon, après, il n'y a plus qu'à compléter pour obtenir la vraie forme canonique. Alors, je vous rappelle comment on fait. Donc, c'est le fameux bêta. Si j'écris a fois x moins alpha, le tout au carré plus bêta. Pour trouver la valeur de bêta, c'est tout simplement l'image de alpha. Donc, il faut calculer l'image de moins 2. Donc, vous remplacez par moins 2 là-dedans, et vous allez obtenir moins 1. Donc, ici, on trouve n plus 2 au carré, moins 1. Ok? Et là, une fois qu'on a fait ce petit travail, alors qui peut être fait très très vite, hein, en fait, on voit la combinaison linéaire, elle saute aux yeux. Donc plutôt que de développer, ça marche aussi évidemment, on pouvait essayer de transformer B en se souvenant de ce que c'était une forme canonique, une forme développée d'un polynôme du second degré. Donc on observe que 1 moins B égale 1. Ainsi, d'après le lemme de Bézout, toujours lui, on a A est premier avec B. C'est ce qu'il fallait démontrer. Ok pour tout le monde? Vous voyez tout là? Ça rentre? Non, ça rentre pas. Voilà, encore une fois, si vous voulez pas réfléchir, hein, vous développez, et du coup, on trouve aussi la soustraction extrêmement facilement. Ok, l'exercice 20, maintenant, il est un peu plus compliqué. Je vais vous laisser un petit peu réfléchir là-dessus, tout seul comme des grands. C'est marrant, quand je clique Annexo, il m'agrandit celui d'après. Ah bah là, j'ai pas cliqué du tout au bon endroit, ok. Voilà,
vais voir si ça marche. Je clique sur le 19. Ça n'a rien fait. Bon, il y en a qui a décidé de me casser les pieds aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse chercher l'exercice 20, c'est un petit peu plus difficile. Il faut mettre... Alors bon, c'est une application aussi du lemme de Bézout. Mais voilà, le problème c'est que dès le départ, on a deux nombres A et B qu'on ne connaît pas forcément. On sait juste en revanche qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? Alors je vous aide, hein. On sait, d'après le lemme de Bézout toujours, qu'il existe un couple UV d'entiers relatifs. D'accord? Et comment il est ce couple UV? Tel que AU plus BV égale 1. D'accord? On sait qu'ils sont premiers entre eux, donc on a ça. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer, si vous voulez que la fraction soit irréductible, je vous rappelle qu'une fraction irréductible, c'est une fraction telle que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Ils n'ont pas de diviseur commun, on ne peut pas simplifier la fraction. Donc je dois démontrer que 4a plus 15, b, pardon, et 3a plus 11b sont premiers entre eux. D'accord? On va utiliser à nouveau Bézout. Alors la question c'est comment? Comment on va trouver les coefficients? Je vous laisse réfléchir. Un petit peu plus difficile. Ok? Voilà, je vous mets mon plein écran, vous n'avez plus besoin de l'énoncer là. Allez, je vous laisse réfléchir. Donc vous avez deux nombres A et B que vous ne connaissez pas, vous savez juste qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? Donc vous savez qu'il existe un couple UV tel que AU plus BV égale 1. Et à partir de ça, vous allez pouvoir démontrer que 4A plus 15B et 3A plus 11B, qui sont deux nouveaux nombres en quelque sorte, sont eux aussi forcément premiers entre eux. Allez, je vous laisse réfléchir. C'est un tout petit peu plus compliqué. Ah, Romain va arriver à 10h. Peut-être qu'il n'a pas vu les derniers messages. Ah, pardon. Alors attends, je relance la salle d'attente. Le voici, le voilà. Mademoiselle Kovacs, vous êtes une vraie mère pour Monsieur Bourrier, hein. Heureusement que vous êtes là.
Eh oui. Ça, tu verras hein, quand tu seras plus grand. Hein. Tous les garçons, c'est pareil. Ils sont perdus s'ils n'ont pas une présence féminine à leur côté. Pour leur dire ce qu'il faut faire, tout ça. Bonjour Monsieur Bourrier. Apparemment, vous êtes trompé sur l'heure. Peut-être que vous n'avez pas vu les messages que j'ai envoyés hier, c'est possible. Eh oui. Eh ben, t'as deux mamans, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont essayé des choses, là? Vous vous êtes un peu planté. Vous savez pas trop quoi faire. Alors, pour vous faciliter la vie, ces nombres 4a plus 15b et 3a plus 11b, je vais les nommer. Le premier, je vais l'appeler n, et le deuxième, je vais l'appeler m. D'accord? Donc, je dois mélanger n et m, et je sais qu'à la fin, il faudrait que ça fasse 1. Alors, bah, c'est la page sur laquelle on travaille d'habitude, ça doit être 419, ou quelque chose comme ça. Attends, je vais regarder le livre. Pardon, 149, oui, j'ai interverti les chiffres. Alors, est-ce que quelqu'un a des choses à proposer? Est-ce que vous avez essayé de faire des calculs, même si ça n'a pas abouti, hein, vous pouvez me dire ce que vous avez essayé de faire. Monsieur Bataille, vous avez tenté des trucs? Ou Monsieur Clouscar, peu importe. Alors, qui pense avoir un petit peu avancé, même s'il n'a pas abouti? Alors, Mathieu, sait pas trop comment il faut faire, ok. Elisa, t'as essayé des trucs? Vous êtes là, mademoiselle Chérézy? Voilà, je sens que de bon matin. Ah, bah super! Voilà ce que j'espérais. Alors, Elisa, elle a fait des combinaisons. Elle s'est dit, bah, je vais faire un peu comme on a fait dans l'exo d'avant. Je vais, vous voyez là, je vois qu'il y a un 4 et un 3, donc je vais essayer de faire une combinaison avec un 3 et un 4. C'est comme un essai, quoi. On va regarder ce que ça donne, hein. On fait des combinaisons. Donc elle fait 3n moins 4m, si j'ai bien lu, hein, c'est ça que t'as fait. Et alors, bon, bah si ça fait 1, on a gagné, hein, ça veut dire que n et m sont premiers entre eux. Mais ça fait pas 1, malheureusement ça fait b. Ah mince. Bon. Qu'est-ce que je peux en faire? Bah b, je sais pas combien il vaut. Hein, ils sont inconnus les nombres a et b. On sait juste que a et b sont premiers entre eux. Bon, on se dit, bah non, bah du coup, je peux pas conclure. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire d'autres combinaisons linéaires?
Alors Fatima, elle a trouvé des... elle tombe sur A plus B. Tu me donnes la combinaison linéaire qui te donne moins A plus B, s'il te plaît? Ok, alors elle a fait donc 14n. Ah, d'accord, donc je note vraiment ce que vous avez essayé. Hein. 14n. Alors, attends, je l'ai plus. 14n moins 19m. Ok, bon, bah, c'est une tentative. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 56A plus 210, si je dis pas de bêtises, 210B. Elle est allée chercher loin celui-là. Hein. Moins 57A moins 209B. Vous voyez, elle a fait un truc super futé, Fatima. Elle a réussi à trouver une combinaison linéaire qui fait que le coefficient du A devient 1 et le coefficient du B devient moins 1. Enfin, devient 1 aussi, pardon. Donc, si je dis pas de bêtises, non, tu trouves moins A plus B. D'accord? Donc, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que bah, ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça fasse 1. D'accord? Il y a une combinaison linéaire de A et B qui va donner 1, mais on la connaît pas. Enfin, c'est-à-dire on connaît pas U et V, quoi. Alors, je vais vous mettre un petit peu sur la voie. Tout à l'heure, Elisa, elle a trouvé une combinaison linéaire, je crois que c'était Elisa, hein, ouais, de n et de m qui fait B. Est-ce que vous pouvez me trouver une combinaison linéaire de n et de m qui fait A, cette fois-ci? Est-ce que ce serait possible? Donc je répète, est-ce que vous pouvez trouver une combinaison de n et de m qui ne va pas donner B, ni moins A plus B, mais qui va me donner A? Donc je répète, n c'est 4A plus 15B et m c'est 3A plus 11B. Autrement dit, je vais faire disparaître le B. Comment on fait? Alors regardez, vous avez 4A plus 15B d'un côté, 3A plus 11B de l'autre. Oui, Elisa, super. Si vous multipliez ici par 11, d'accord, pardon. Si vous, donc vous avez 4A plus 15B et 3A plus 11B. Si vous multipliez ici par 11 et ici par moins 15, vous allez obtenir le même coefficient devant le B. Enfin, plutôt des coefficients opposés. Et donc, par simple addition, ils vont disparaître. Hein, donc, se dire faire disparaître B, ben, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire, donc, comme propose Elisa, 11n moins 15m. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on va regarder ensemble. Donc, on va obtenir 44a plus... Et regardez, je calcule même pas 11 fois 15, j'écris juste 11 fois 15b. D'accord? Ça, c'est 11n. Et maintenant, je vais calculer 15m. Donc, je vais trouver 45 A. D'accord? Moins 15m. Moins 15 fois 11b. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, en faisant ça. Ben, B va disparaître, hein, on a fait exprès en fait. Regardez, on a 11 fois 15 et on a 15 fois 11. Et je vais obtenir moins A. Ok? Alors si vous voulez obtenir A, ben, il suffit de changer les signes de la combinaison. Hein. Donc en fait, il aurait suffi de faire ici moins 11n plus 15m. Donc ça change tous les signes, mais ça c'est pas très grave. Je change les signes. Hop. Hop. Vous voyez, tout ce qui est moins devient plus et inversement. Et j'obtiens ici A. Voilà. Donc j'ai trouvé une combinaison linéaire. Alors résumons.
j'ai une combinaison linéaire qui fait A, et j'ai une combinaison linéaire qui fait B. Je vais les recopier. D'accord, donc j'ai moins 11n plus 15m qui fait A. Et 3n moins 4m qui fait B. Bon, super. Alors sauf que moi ce que je veux, c'est une combinaison linéaire de n et de m qui fait 1. Et pour l'instant, je me retrouve avec une qui fait A et une qui fait B. Mais je sais que AU plus BV, ça fait 1. Alors à vous de faire le lien. Objectif, je cherche une combinaison linéaire de n et de m qui fait 1. J'en ai trouvé une qui fait A, j'en ai trouvé une qui fait B. Et je sais que AU plus BV, ça fait 1. On va essayer maintenant de mettre tout ça ensemble. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Puis après, on regarde. Donc, je répète une troisième fois. J'ai trouvé une combinaison linéaire de n et de m qui fait A. J'en ai trouvé une autre qui fait B. Ce que je voudrais, c'est une combinaison linéaire de n et de m qui fait 1. Bon, donc j'y suis pas. Mais A et B, je sais qu'il existe une combinaison linéaire de A et de B qui fait 1. Alors comment réunir toutes ces égalités pour obtenir ce qu'on veut? C'est-à-dire une combinaison linéaire de n et de m qui fait 1. Vous avez vu un petit peu? Alors essayez de trouver. Vous pouvez trouver, c'est pas très compliqué. Oui, oui, allez-y Abdelhakim, hein. Ratez pas ce que vous allez faire avec Monsieur Soupé. Donc de toute façon, il nous reste que 5 minutes, hein, on a presque fini. Donc tu n'as pas la réponse, mais tu regarderas sur YouTube la fin, puis comme ça tu verras ce qu'il fallait faire. Donc, alors, pour ceux qui veulent y aller, je vous garde peut-être juste une minute. De toute façon, Monsieur Soupé, le cours, il commence qu'à 10h05, non? Donc je vous laisse... alors, je vous donne le truc, hein, je sais pas s'il y en a qui allaient trouver. Peut-être qu'il y en a qui veulent chercher, qui veulent pas que je donne la réponse, je sais pas. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Alors en fait, l'idée c'est quoi? C'est de dire qu'une combinaison linéaire d'une combinaison linéaire de n et de m, ça reste une combinaison linéaire de n et de m. Je vous explique. Formons alors la combinaison. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre cette équation et je vais la multiplier par u. D'accord? Donc je vais écrire u fois moins 11n plus 15n. D'accord? Et maintenant, je vais prendre cette équation et je vais la multiplier par v. Donc je vais obtenir v fois 3n moins 4m. Je suis en train de faire une combinaison linéaire, deux combinaisons linéaires. Alors pourquoi j'ai fait ça? Regardez qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Ça donne u fois a plus v fois b. D'accord? Quel est l'intérêt d'avoir fait ça? Les u et v que j'utilise ici, ce sont lesquels? Ce sont précisément les coefficients que je ne connais pas, mais qui existent, qui font que AU plus BV égale 1. Je prends exactement cela, je sais qu'ils existent. Et je prends ces coefficients pour faire cette combinaison linéaire. J'obtiens AU plus BV, et ça fait 1.
Donc j'ai fait une combinaison linéaire d'une combinaison linéaire. Alors est-ce que c'est une combinaison linéaire de n et de m? Ben oui, on simplifie tout simplement ce qui est à gauche. Et on obtient. Alors quel est le coefficient du n? Ben regardez, vous avez moins 11u plus 3b. Et on obtient, j'écris l'équation, moins 11u plus 3v n plus 15u moins 4v m égale 1. Ouais, j'ai réussi à fabriquer une combinaison linéaire de n et de m qui fait 1. Donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait une combinaison linéaire avec le u et le v de mes deux combinaisons linéaires. Et bien une combinaison linéaire, deux combinaisons linéaires, c'est-à-dire ce qui est écrit là, c'est aussi une combinaison linéaire de n et de m. D'accord? Donc bilan de l'histoire, ben, je peux affirmer, d'après Bézout, je peux affirmer que on a bien n et m qui sont premiers entre eux. D'accord? Quelle est la morale de l'histoire? Enfin, qu'est-ce qu'on a utilisé en fait? Une combinaison linéaire. Une combinaison linéaire de combinaisons linéaires. Linéaire reste une combinaison linéaire. D'accord? Voilà. Comment vous avez trouvé cet exercice un peu plus difficile? Vous avez pigé, enfin vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait là? Bon, c'est un peu futé. Ça va? Ça, c'est une idée assez générale. Hein. Vous exploiterez beaucoup l'année prochaine, notamment quand vous ferez ce qu'on appelle les espaces vectoriels. Vous utiliserez beaucoup de combinaisons linéaires. Voilà. Mais c'est bien, on commence à le voir avec les nombres entiers. C'est d'ailleurs plus dur avec les nombres entiers que dans la théorie générale sur les espaces vectoriels. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à ceux qui étaient là, qui ont participé. Merci pour votre écoute aussi, attentive. Voilà, donc vendredi, je vais vous montrer, on n'a pas eu le temps, mais bon, je m'en doutais, je vais vous montrer l'algorithme, le fameux algorithme qui permet de déterminer des coefficients de Bézout à partir, entre guillemets, de rien. Hein, vous avez deux nombres qui sont potentiellement gigantesques. Est-ce qu'il y a une méthode pour trouver les coefficients de Bézout lorsqu'ils sont premiers entre eux? La réponse est oui, il y a un algorithme. Alors vous l'avez dans le cours, hein, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. L'idée n'est pas très compliquée, mais c'est un peu pénible à écrire, et justement, on va faire des combinaisons linéaires, deux combinaisons linéaires. Donc l'exercice 20 est bien pour ça, c'est qu'il vous introduit un peu cette notion de combinaison linéaire, deux combinaisons linéaires. Voilà, donc dans le paysage, donc je vous fais une évaluation la semaine prochaine, ça doit avoir une petite note en classe quand même ce semestre. Donc vous avez déjà un DM, vous aurez évaluation la semaine prochaine, et je vous mettrai un autre DM d'ici la fin de l'année. Donc au programme, ben, on va arrêter le programme à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a tous les exercices qu'on a vus ensemble, donc les traces écrites, d'accord? Vous avez tout, plus les vidéos, et la preuve à apprendre. D'accord? Donc il y a Gauss, Bézout, la preuve, enfin bon, vous connaissez les théorèmes, la preuve de Bézout et les exos qui ont été faits ensemble. Donc vous rebossez tout ça, et vendredi on commencera, vous me poserez des questions là-dessus, ok? Donc j'envoie une communication à tout le monde, là, avec les traces écrites et la vidéo. C'est bon? Vous avez tout compris? Habt ihr alles verstanden? Ist alles klar? Keine Frage? Ok. Bossez tous les exos, je vous ferai un petit contrôle. Il y aura sûrement la preuve de Bézout, une équation diophantienne, et peut-être un des petits exercices qu'on a déjà corrigés ensemble, mais ce sera exactement le même exercice. Voilà. On en reparle vendredi si vous voulez, je vous ferai le contrôle probablement mardi. Allez, mademoiselle Kovacs, au travail, on n'a jamais dit que c'était le Club Med. Hein.
Puis c'est génial, c'est des maths, c'est pas du boulot, c'est du plaisir, n'est-ce pas? Allez, je vais arrêter la vidéo parce que je commence à dire des bêtises. Voilà, au revoir Fatima, bonne journée à tous, bon courage. Et à vendredi. Donc vendredi, vous vous souvenez de l'heure, hein, je crois que c'est 13h30, c'est ça? Attendez, je regarde parce que je me demande si vous en souvenez, mais c'est moi qui m'en souviens pas en fait. Ok, 13h30 vendredi, ça marche. Allez, bon courage, bonne semaine.